Eh ben 10h30 tout pile, c'est parti. Bonjour tout le monde, merci d'être venus aussi nombreux après votre petite pause café. Aujourd'hui, on va parler de gestion d'incidents. Je me présente rapidement, je m'appelle Orgix, même si j'ai aussi un vrai prénom, mais c'est sous ce nom-là que vous me trouverez partout sur le net. Je bosse chez Payfit, une start-up qui a bien grossi depuis, mais qui est un SaaS de gestion de fiches de paye. J'aime bien résumer souvent en disant qu'on fait en sorte que ce soit pas compliqué pour les TPE, les PME de payer leurs employés, d'avoir des fiches de paye qui soient valides, lisibles, etc. Moi, mon délire, c'est l'automatisation d'absolument tout, Rust, les trucs Cloud Native et les trucs open source. Et suite à la keynote d'ouverture hier de Plume, où il parlait des gens qui faisaient le nombre de slides à la minute, vous verrez que j'ai tenté un truc aujourd'hui, je vous ai mis littéralement des bouts des mind maps de préparation de ce talk, plutôt que d'essayer de faire des trucs trop travaillés. Déjà, pourquoi ce talk? Alors, je me suis présenté, mais j'aimerais vous présenter quelqu'un d'autre. Je vous présente Ophélie. Vous la connaissez pas, c'est a priori normal. Ophélie, c'est quelqu'un qui bosse depuis 3 ans et demi chez Payfit, dans une équipe qui s'appelle Customer Success. C'est l'équipe qui s'occupe du support client de Payfit. Et en plus d'Ophélie, j'aimerais vous présenter quelqu'un d'autre. Alors, c'est une entreprise cette fois, c'est Baloo. Alors, je vous rassure, on n'a pas vraiment de client qui s'appelle Baloo. Enfin, je crois pas. Je vous avoue que j'ai pas été vérifié, peut-être. Mais c'est un client qui existe vraiment, juste que j'ai renommé. C'est un client qui n'est pas imaginaire. Et voici une interaction entre quelqu'un du support client de chez Payfit et Baloo, cette entreprise cliente, qui a eu lieu, je crois, c'est 2021 à peu près. Donc c'est un cas client, ticket client. Login impossible. On lit ensemble la réponse qui a été faite par le support client de Payfit. Oui, bonjour, Baloo. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie de nous avoir remonté l'information. Très poli, très cordial. Mais déjà, on se dit, on est censé être au courant de l'information avant que le client nous le dise, déjà. Bon, alors ça n'empêche pas de le remercier quand il nous en informe, mais quand même. Et ensuite, ça commence à prendre une autre tournure. Il se peut qu'il y ait eu des latences ce jour. Et généralement, l'accès revient rapidement. Ligne suivante. Si son accès est toujours indisponible demain, je vous invite à m'envoyer une copie d'écran de l'erreur afin que nous fassions des investigations. C'est surprenant. Je reste à votre écoute pour toute question. Belle fin de journée, signé quelqu'un du coup comme Ophélie, très poli, etc. Ça, c'est un peu le genre de situation qu'on veut pas. Notre objectif aujourd'hui, pendant les 50 minutes qui nous restent pour ce talk, ça va être de voir comment on peut éviter ce genre de situation, qui est vraiment pas chouette, que ça soit pour les clients, qui forcément sont pas satisfaits, d'autant plus qu'ils payent, ils s'attendent à avoir quelque chose qui accessoirement marche, et si ça marche pas, qu'on comprenne au moins ce qui se passe. Et ensuite, parce que c'est pas du tout une situation confortable pour des gens comme Ophélie. Ce qui m'a vraiment poussé un peu à faire ce talk, c'est que en fait, chez Payfit, on est parti de très loin en 2021. C'est-à-dire qu'en 2021, le mot incident n'existait même pas. Ça n'était pas prononcé. On avait évidemment des problèmes, on avait évidemment des incidents, comme tout le monde, mais on n'en parlait pas plus que ça. Le plus proche qu'on avait, c'était un board Jira partagé entre toutes les teams de la boîte, qui s'appelait Debug Tech, DT, et dans lequel, quand il y avait un problème, quelqu'un mettait quelque chose, et avec un peu de chance, ça finissait par tomber sur la bonne équipe, qui s'en occupait, et qui résolvait le problème. C'est clairement pas idéal. Et pendant les incidents, on finissait par mettre les pages de maintenance, etc. Et en fait, aujourd'hui, je vais, outre le côté un peu théorique sur le côté gestion d'incidents et quelques convictions personnelles, je vais aussi vous partager comment on s'est amélioré chez Payfit là-dessus ces 3 dernières années. Aujourd'hui, on est dans quelque chose qu'on peut considérer comme OK. Alors, on a certes beaucoup d'incidents, mais dans la manière dont on les gère, on en est plutôt satisfait. On a encore évidemment beaucoup d'améliorations, mais on est plutôt content. Et justement, quand j'en parlais avec Ophélie, que je vous présentais en début du talk, un jour, elle me disait « Ah, c'est trop bien ce que vous avez fait sur les champs d'incidents, c'est vraiment mieux qu'avant. » Et justement, je lui demandais « Ok, super, mais en quoi c'est mieux qu'avant ?» Elle disait « C'est simple, avant, quand un client nous disait « Il y a quelque chose qui va pas », on était dans le flou, on savait pas ce qui se passait en interne, on savait pas ce qui se passait, on leur répondait « Ah, on est désolé, on sait pas, réessayez demain, ça ira peut-être mieux. » Faut voir un peu la détresse dans son regard et dans sa voix là-dessus. Moi, c'est vraiment quelque chose que je souhaite à personne. Le boulot de support client, c'est pas toujours super évident. Si tant qu'à faire, on peut leur enlever de l'incertitude et du stress, c'est pas plus mal. Et pendant ce talk, on va tenter de prendre un peu un incident fil rouge. Il va nous lâcher à un moment probablement, mais un exemple d'incident. Je vous annonce que alerte, pas de nouvelles, il n'y a plus de café à Breiskamp. J'ai cette thermos avec moi, pas de placement de produit, je n'ai pas d'action, quoi que ce soit, mais elle est vide en fait. C'est un problème. Je sais pas,
voilà, c'est un problème qu'on va tenter de voir un petit peu comment l'adresser. Je vous rassure, ne quittez pas la salle, même si les issues de sortie sont sur votre gauche et sur votre droite, dans l'autre sens pour vous. Il y a encore du café, enfin a priori. Et puisque hier, pendant la keynote de clôture, on nous a dit qu'a priori il fallait qu'il y ait moins de Nicolas, je vous propose qu'on se rebelle et qu'on appelle notre thermos Nicolas. Et spoiler, je vais plusieurs fois pendant ce talk vous parler d'un outil qui s'appelle Incident.io. Plusieurs fois, mais je vais pas vous le montrer, je vais pas vous donner de détails avant la fin. Donc c'est normal, si vous en entendez un petit peu du teasing tout le long du talk, on en parlera vraiment et je vous ferai même une démo à la fin. Commençons par la notion d'incident, parce qu'a priori c'est quand même dans le titre du talk. De quoi est-ce qu'il s'agit? Moi, il y a une définition que j'aime beaucoup, et qui est celle d'Incident.io, justement, promis je vous en parle, qui est qu'un incident, c'est n'importe quoi qui vous éloigne de votre travail planifié avec un certain degré d'urgence. Globalement, c'est ce qui va faire dérailler votre journée. Vous aviez des super plans, vous aviez prévu de bosser sur une super feature, en plus techniquement c'était super intéressant à implémenter. Pas de bol, il y a un truc qui est cassé, il faut s'en occuper maintenant parce que ça impacte vos clients. Globalement, c'est à peu près ça la définition d'un incident. Alors c'est assez vague, c'est assez large, je sais pas, moi ça me fait penser un peu à la définition de Martin Fowler de l'architecture. L'architecture, c'est tous les trucs importants, peu importe ce que c'est. C'est vague, mais c'est pas pour autant que c'est faux. Un incident, effectivement, en général, il y a vraiment cette notion de degré d'urgence. Pour savoir si quelque chose est vraiment un incident ou pas, vous pouvez imaginer plein d'heuristiques, etc., mais je vous invite à juste faire confiance aux gens et à leur instinct et à leur feeling. Nous, chez Payfit, l'approche qu'on a, c'est de se dire que si quelqu'un pense qu'il y a un incident, c'est que c'est probablement le cas, en général. C'est pas forcément une science exacte à 100%, mais si c'est 98% ok, c'est suffisant. Et du coup, je vous propose qu'on fasse un essai. On n'a plus de café à Bracecamp. Est-ce que c'est vraiment un incident? Ouais, voilà, super. Alors du coup, pour l'enregistrement, on n'entend pas les oui dans le micro, c'est dommage. Mais on a l'air d'avoir quand même consensus sur le fait que c'est vraiment un incident. Dès qu'on parle d'incident aussi, on va souvent se dire ouais, mais du coup ça se place comment par rapport au bug? C'est quoi la relation entre l'un et l'autre éventuellement, s'il y en a une? Alors il y en a une. Un bug et un incident, ça peut être lié, mais pas forcément. C'est-à-dire que si vous avez un bug, par exemple, je sais pas moi, vous venez de release une nouvelle version de ce qui gère l'authentification chez vous, et pas de bol, vous avez release un bug qui, je sais pas, enlève 3 caractères aléatoires du login de la personne qui tente de se connecter. C'est un peu étrange, mais ça, admettons. La conséquence, c'est que plus personne ne va pouvoir se connecter à votre application. Vous voulez probablement tout laisser tomber pour vous occuper de ce problème là maintenant. Le fixe n'est pas forcément compliqué, c'est probablement juste un rollback, et idéalement vous évitez d'en arriver là, j'en parlerai un peu après. Mais ça n'empêche que du coup c'est directement un bug qui cause un incident. Pour autant, il y a des bugs qui ne sont pas des incidents. Admettons, vous venez de release une nouvelle version, et la couleur d'un bouton est plus la bonne. Bon, c'est pas la mort. Ça peut probablement attendre demain. Ça veut pas dire que ça attendra demain, ça se trouve vous allez vous en occuper maintenant. Mais il n'y a pas d'urgence. Vous n'avez pas complètement déraillé le train de votre journée, annulé ce que vous aviez prévu pour vous pencher tout de suite là, maintenant dessus. Donc, un bug peut donner un incident, mais pas forcément. Et un peu inversement. Un incident peut être causé par un bug, comme le premier exemple que j'ai donné, mais ça peut aussi être causé par des choses qui ne sont pas des bugs. Exemple, vous êtes hébergé sur, je sais pas, AWS, et AWS a un outage, il y a toute une zone de disponibilité qui tombe, qui n'est pas dispo, votre application est impactée. Pas de bol, c'est pas vraiment un bug de votre fait. Vous n'avez pas forcément des tonnes d'options sur la manière de mitiger ou de résoudre ça. Il va y en avoir, mais c'est en général pas ce qu'on considère comme un bug. On pourrait argumenter sur le fait que c'est un bug de design et que vous auriez dû concevoir le truc de manière plus résiliente, mais ça rentre pas dans la vision entre guillemets traditionnelle un peu d'un bug en général. Et le deuxième point auquel les incidents ça peut faire penser à certains moments, c'est l'histoire de maintenance planifiée. Ça peut arriver des fois que vous fassiez des gros changements qui nécessitent d'arrêter certaines features, voire potentiellement un peu votre app entier. Alors, idéalement, ça vous arrive pas beaucoup, voire pas du tout. Mais on n'est pas au monde des bisounours, ça peut arriver, mais pour le coup, ça n'a rien à voir avec un incident. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment quelque chose de planifié. Vous vous organisez pour, c'est prévu, ça ne déraille pas votre journée, on n'est pas justement dans l'urgence. Donc, maintenant qu'on sait à peu près ce que c'est un incident, dès que vous commencez à en discuter, vous avez rapidement la notion de sévérité ou de criticité qui va arriver, puisque tous les incidents ne se valent pas. Il y a plein de manières de déterminer ça, il y a plein de nomenclatures, vous aurez plein d'échelles, ça va un peu varier d'entreprise en entreprise.
De manière générale, pour examiner la sévérité, il y a ce qu'on aime bien se dire, nous, globalement, chez PFIT, et je crois d'ailleurs qu'Insee Ontario le disait aussi quelque part dans leur doc, c'est que si vous passez plus de temps à discuter de la sévérité de l'incident qu'à le résoudre, c'est un problème en soi. Donc, potentiellement, vous prenez pas trop la tête. Par exemple, oubliez les matrices de sévérité et compagnie. On pouvait être tenté de faire des matrices à base de ok, quels critères vont faire que ça sera quelle sévérité. Mais déjà, quelle métrique? Vous allez pouvoir vous dire on va prendre la durée de l'impact. Ouais, mais la durée de l'impact, vous la connaissez pas avant que l'incident soit terminé. Donc, c'est pas très utile au début. C'est quoi la part d'utilisateur qui est impactée? C'est pas forcément toujours quelque chose qui est mesuré. C'est mesurable, mais encore une fois, on n'est pas dans le monde des bisounours. Souvent, avoir cette métrique-là, avoir une compréhension précise de quels clients sont impactés, ça peut prendre du temps, etc. Et c'est du temps que vous ne passez pas à résoudre l'incident. Et enfin, on pourrait se dire, ça va dépendre de la feature qui est impactée. En général, effectivement, si c'est le login qui est impacté, ça concerne pas mal de monde et c'est vraiment le truc qui est en entrée. Donc, ça peut être un incident un peu plus critique que si c'est quelque chose planqué au fin fond d'un sous-menu de votre app. Mais ça, vous n'avez pas besoin d'une matrice, globalement. En général, le bon sens fera suffisamment le boulot. Chez PayFit, quelle sévérité est-ce qu'on a? On en a 4. Sévérité 1, 2, 3 et 4. Vous l'avez deviné quand j'ai dit 4, je suppose. Et vous noterez que j'ai pas mis de définition pour ces sévérités. Il y en a probablement une planquée au fond quelque part d'un document Notion que tout le monde a oublié à part 3 personnes qui l'ont bookmark. Mais globalement, on sait tous que chez PayFit que sévérité 1, c'est branle-bas de combat, toute la boîte sur le pont potentiellement, on interrompt tout ce qu'il faut, la boîte est potentiellement en péril d'une certaine manière. Il faut l'adresser maintenant, peu importe ce que ça coûte, entre guillemets. Sévérité 2, c'est sérieux, c'est important. On va vraiment impliquer peu importe qui tant que c'est nécessaire. C'est un peu moins grave que de la sévérité 1, mais ça reste important. Sévérité 3, on va être sur quelque chose, c'est un incident, il faut qu'on s'en occupe. C'est pas pour autant quelque chose à une échelle délirante. Et sévérité 4, on est presque plus sur de l'anecdotique qu'autre chose. C'est un incident, mais souvent c'est des choses très localisées. Voire on les déclare comme un incident plus pour avoir tout le process, notamment d'amélioration continue, qui va aller autour des incidents. Et globalement, à peu près tout le monde a fini par s'aligner, entre guillemets, inconsciemment sur la compréhension de ces échelles-là, même sans avoir de définition claire. Quelqu'un qui arrive, au bout de 2 semaines, il aura à peu près compris comment ça se passait l'échelle après avoir vu quelques incidents passer. Et du coup, je vous propose qu'on mette un peu ça en pratique. Ça va me permettre de boire un coup d'eau. Selon vous, quelle est la sévérité de notre absence de café à Brasecamp? Qui pense que c'est de la sévérité 1, le truc le plus critique qui puisse arriver à la conférence? Ok. Sévérité 2? Intéressant. Sévérité 3? 4? Ok, on voit ceux qui boivent pas de café. Je vous l'aime pas, n'abusez pas de café. Je sais pas ce qu'on penserait Nicolas, mais on a l'air à peu près de s'aligner sur la sévérité 3. C'est pas non plus quelque chose qui fait dérailler toute la conférence. A priori, les organisateurs vont pas se faire piétiner par des foules en délire parce qu'il n'y a plus de café. Faut le traiter, faut le gérer, mais voilà. Dans tous les cas, les incidents, même si on va beaucoup en parler, le mieux ça reste quand même de les prévenir. Le meilleur incident, c'est celui qu'on n'a pas. Pour autant, vous pouvez faire plein de choses pour éviter d'en avoir, et faites-le. Vous pouvez faire des tests de charge, du chaos engineering, avoir des canary release qui font que si votre déploiement va casser quelque chose, en fait, ça va pas une échelle plus large et c'est voir automatiquement en rollback, ce genre de choses. Pour autant, vous tomberez jamais à un risque 0. Et au bout d'un moment, d'ailleurs, vos efforts vont devenir drastiques pour réduire les pourcentages de risque qui vous restent. Donc vous aurez toujours un moment ou un autre des incidents. C'est un peu le principe d'incident, c'est que vous l'avez pas prévu, vous l'avez pas vu venir, vous avez raté quelque chose. Et donc c'est quand même important de les gérer. Pour le côté gestion d'incidents, je vais vous parler de 2 axes. Le premier maintenant, sur le côté humain organisationnel, et juste après, je vous parler du côté un peu plus technique et du côté un peu plus outillage et pratique pour gérer les incidents. Sur le côté humain, il y a quelque chose qu'on pratique chez PayFit et on est très content, qui est le rôle d'incident commander. Alors ça peut avoir d'autres noms, c'est plutôt commun de ce que j'ai pu comprendre de discussions avec d'autres boîtes qui font la gestion d'incidents. L'incident commander, c'est quelqu'un qui va avoir pour rôle un peu, on va dire, pas de chapeauter, mais si un peu de mener un peu l'incident et de s'assurer que tout se passe bien. Ça peut être quelqu'un de technique, comme quelqu'un d'un peu moins. Et son rôle, ça va être premièrement de communiquer. Je vais détailler un peu plus loin, mais que ça soit en interne ou que ça soit publiquement. Ça va être d'orchestrer l'investigation, s'assurer d'aller impliquer les bonnes personnes en fonction du scope qui est impacté, d'aller tirer par la manche l'équipe qui est probablement concernée, d'aller réussir à impliquer les experts de la techno en question qui pose potentiellement problème.
Et le rôle de l'incident commander va aussi être, et c'est quelque chose dont on voit vraiment la valeur pendant les incidents, de remettre un peu l'impact de l'incident au centre du village, si je puis dire, enfin remettre l'impact au centre de l'incident. Parce que, je sais pas vous, mais moi en tant qu'AG, quand je commence à troubleshoot un truc, j'ai envie de trouver, j'ai envie d'aller comprendre ce qui va pas et d'aller le corriger. Et ça va vite des fois de rentrer un peu dans un tunnel, de vouloir vraiment comprendre ce qu'il y a, et puis en plus on pense avoir une piste et on est parti. Et oui, mais il y a des fois, faut s'arrêter. En fait, quand on se rend compte à mi-chemin que le problème il est par là-bas, des fois il y a des solutions qu'on peut faire pour juste stabiliser les choses, pour mitiger un peu la situation. Et c'est utile d'avoir quelqu'un qui est un peu moins dans le dur de l'investigation, pour justement dire, 5 secondes, temps mort. Est-ce qu'on peut pas juste là du coup faire ça pour mitiger et ensuite on continue de creuser? Donc voilà, c'est un rôle qui va vraiment faciliter le fait de prendre du recul. Et du coup, qui veut être notre incident commander sur notre incident de manque de café? Je vous rassure, ça vous demande pas grand-chose. Non, toi tu lèves la main juste parce qu'on se connaît. Levez la main, ça vous demandera absolument rien, à part votre prénom éventuellement. Très bien. Comment t'appelles-tu? Enchanté Adrien, merci d'être notre incident commander. Quel soit le rôle d'Adrien pendant cet incident de manque de café? Ça serait par exemple d'aller orchestrer les discussions avec le traiteur, pour aller dire, au fait, il n'y a plus de café, est-ce que vous pouvez jeter un œil, qu'est-ce qui se passe, etc. S'assurer d'impliquer les bonnes personnes et laisser le traiteur travailler sur le fait de résoudre le problème de manque de café. Son rôle, ça pourrait être d'aller dire, c'est quelque chose qu'il faut qu'on anticipe, qu'il faut qu'on communique. Il va peut-être aller faire le tour des amphis pour, à la fin des confs, passer un petit message. On est désolé, on sait qu'il n'y a plus de café, patientez, c'est de retour dans 20 minutes, le traiteur est sur le coup. Ça va potentiellement éviter beaucoup de questions aux orgas de la conf. Il pourra même aller jusqu'à, j'en sais rien, mais des petites pancartes au niveau là où il y a du café d'habitude pour dire on est désolé, on sait qu'il n'y a pas de café, ça reviendra à peu près à tel moment. Le rôle du coup sur cette partie de communication pendant les incidents, l'approche à avoir de cette communication, en fait, déjà adapter le niveau de technicité aux interlocuteurs et au contexte. Typiquement, le support client que vous avez qui a besoin de savoir un peu ce qui se passe, ou vos stakeholders voient, je sais pas, le board de votre boîte si jamais c'est des incidents très critiques, ont pas forcément de savoir le détail de c'est une incompatibilité de version d'Istio avec je sais pas quoi. Ce qui les intéresse, ça va être l'impact client, les estimations de temps de résolution ou en tout cas de stabilisation, et toute information qui peut être utile. Est-ce qu'il y a des données qui sont à risque ou ce genre de choses. Donc adapter le niveau de technicité aux interlocuteurs et aux canaux. Ensuite, donner de la visibilité sur la suite. Je donnais l'exemple là, par exemple, avec Adrien qui pourrait communiquer sur l'absence de café. Peut-être que si le traiteur lui dit « Ah oui, on sait, on n'a plus de café, mais pas de panique, on a une camionnette qui arrive remplie de thermos, de jumeaux de Nicolas, et bientôt, elle arrive dans 20 minutes, on aura du café. » Il peut communiquer, donner la visibilité, dire aux gens « Pas de panique, il y aura du café dans 20 minutes. » J'ai écrit « soirée » au lieu de « soyez ». Voilà. Pourtant, on n'a pas été boire tant de verres que ça hier soir après la conf. Soyez, et non pas soirée, réaliste et transparent. N'essayez pas d'enjoliver l'état de la situation. C'est ok de dire, c'est critique, les choses vont mal. Restez factuel. Je ne veux pas de dire qu'il faut être alarmiste, à l'inverse, et dire oh là là, c'est la panique, toute la boîte va couler. Soyez réaliste et transparent. N'enjolivez pas et n'empirez pas non plus. Faites preuve d'empathie, notamment je mentionnais le support client déjà en introduction. C'est pas forcément toujours un rôle évident, d'autant plus quand il y a des incidents, surtout s'ils sont un peu critiques. Nous chez Payfit, s'il y a un incident en période de paye à la fin du mois, on a globalement des clients qui ne peuvent pas payer leurs employés. C'est vraiment pas cool. C'est des situations potentiellement stressantes pour nos clients, parce que peut-être que du coup les gens qui gèrent la paye chez nos clients, ils vont avoir eux-mêmes leurs employés qui leur disent écoute, comment ça se fait, machin, est-ce que je vais être payé à la fin du mois? Donc c'est une situation un peu tendue, donc il y a un peu d'empathie pour ce genre de rôle. Je sais pas si vous avez déjà vu, il y a plein de boîtes dès qu'il y a un incident qui se font insulter sur Twitter. Je fais ça vraiment à personne, enfin Twitter ou peu importe comment ça s'appelle aujourd'hui. Répétez les communications, vous devrez probablement répéter plusieurs fois la même info et c'est ok. Dire une demi-heure plus tard on est toujours en train d'investiguer, il n'y a pas forcément de nouvelles, mais on continue. Ça a de la valeur, ça montre que ok, ça rassure, on continue d'avancer. Et restez zen pendant les incidents, pendant le côté troubleshooting, etc. Je sais que c'est quelque chose là-dessus sur lequel on a beaucoup de chance chez Payfit. On a beau avoir des incidents des fois qui sont vraiment pas marrants. C'est toujours dans une entre guillemets bonne ambiance. Alors ça reste sérieux, sérieux et constructif, mais on n'a jamais de situation de pression ou de stress ou de personne ou de quelqu'un qui débarque et qui va tout de suite dire ah comment ça se fait, etc. C'est pas admissible. Il n'y a pas ce genre de situation. Donc et pour le coup on voit le fait que ça soit assez zen
On voit que ça simplifie quand même beaucoup le boulot. Enfin, c'est notamment le fait de le rôle incident commander, un petit peu de recentrer un peu des fois le débat, etc. Ça facilite le fait qu'il n'y ait pas de stress ou de points, voilà, de sous-points qui soient mis trop en avant. Côté communication, en interne en tout cas, pour par exemple l'incident commander chez Payfit, à quoi ça correspond? Alors chez Payfit, on adore Slack. Vraiment, je pense qu'en 4 ans chez Payfit, j'ai dû envoyer 2 mails. C'était à des sortes parties. Tout se passe sur Slack. On a, je sais pas combien de milliers, si ce n'est dizaines de milliers d'emojis custom. Le allman.godb hier dans notre talk avec Caroline en est un exemple. Et sur Slack, en fait, on va avoir pour les incidents un channel Slack par incident, dans lequel on va aller communiquer, discuter de sa résolution. Par exemple, ça va être l'endroit où on va poster, je sais pas moi, des snippets de log, des liens vers Datadog, des liens vers des pull requests qu'il faudrait review et merge pour stabiliser les choses. C'est le channel sur lequel n'importe qui dans la boîte va pouvoir venir et poser une question. Ah, j'ai tel client qui demande, est-ce qu'ils sont impactés? Ou est-ce que ça concerne tel pays, par exemple? Dans plusieurs pays. En plus de ce canal Slack par incident, on a un channel Slack qui s'appelle juste Incidents tout court, dans lequel on va avoir un thread de messages par incident, où là, pour le coup, c'est beaucoup plus léger. C'est les news, les mises à jour, les notifications un peu du progrès de l'incident. C'est typiquement le genre de choses que va mettre à jour l'incident commander. Il va l'informer un peu sur comment ça se déroule, et c'est ce thread que vont suivre les personnes qui ont envie de savoir ce qui se passe sur l'incident. Les personnes côté support client, ou les autres équipes techniques qui sont impactées, ou les stakeholders qui sont concernés. Et enfin, on a également une war room. Alors le nom sonne voilà et tout. C'est juste un call Gmeet dans lequel en fait on discute de la résolution. Mais voilà, on en a un par incident. Le lien est connu par tout le monde, ce qui fait que si quelqu'un se dit ah oui, je sais, je pense que c'est ma faute parce qu'en fait je viens de merge et de déployer quelque chose où je pense que c'est cassé. Ben on rejoint juste le call, on fait c'est bon, je sais, c'est moi, je suis en train de revert, etc. Et la situation se stabilise. Donc on a vu un peu du coup tout le côté incident commandment et communication. On va parler un petit peu d'astreinte. Qui est familier avec les notions d'astreinte ici? Ok. Qui est d'astreinte? Qui est d'astreinte ce soir? Il y en a. Bon courage. C'est quoi l'astreinte? Alors, déjà c'est quelque chose qui va profondément dépendre de la taille de votre entreprise. Typiquement, à partir de certaines tailles, si vous avez une entreprise à l'échelle planétaire, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle du follow the sun, c'est-à-dire, en fait, à tout instant du jour, enfin, c'est littéralement, vous avez quelqu'un autour du globe qui, a priori, est en plein milieu de sa journée en train de bosser. Il n'y a pas vraiment de notion de nuit. Vous avez à tout moment quelqu'un quelque part qui va pouvoir bosser sur l'incident et comprendre ce qui se passe et aller le corriger dans le cadre de sa journée de boulot normale. Mais c'est clairement pas le cas de toutes les boîtes. Typiquement, nous, chez Payfit, on est sur une seule time zone, voilà, Angleterre, France, Espagne. Et du coup, la nuit et le week-end et les jours fériés, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse se réveiller en cas d'incident pour aller corriger les choses si tout explose au milieu de la nuit à 3 heures du matin. Et donc ça veut dire que faut rester un peu frais et dispo. C'est-à-dire que quand vous êtes d'astreinte, vous n'allez pas aller au bar boire 5 pintes de cuvée des trolls. Il y a des gens qui arrivent à troubleshoot très bien avec 5 pintes, mais c'est pas forcément recommandé. Tout bêtement, ça peut aussi dire que si c'est le week-end, vous n'allez pas aller faire de la rando dans un endroit absolument sans réseau et en laissant votre laptop chez vous, qui fait que s'il y a quelque chose qui se passe mal, vous allez devoir prendre 3 heures pour revenir et corriger le problème. Donc, c'est contraignant. Et dans la mesure où c'est une contrainte pour des gens qui sont employés par une entreprise, ça se compense financièrement. Les chiffres, c'est pas toujours des astreintes, c'est pas toujours quelque chose dont on parle. Donc là, je vous ai partagé ceux de Payfit. Ça dépend de quand vous êtes d'astreinte, mais globalement, une nuit en semaine, c'est 80 €. Un samedi, rester disponible toute la journée, c'est 150. Et le dimanche et les jours fériés, c'est 200 € pour rester disponible. Si vous prenez tout ça et que vous regardez le nombre de jours dans l'année, les week-ends qui a priori sont 2 jours sur 7, etc., vous arrivez à un total d'à peu près 40 000 balles par an pour avoir juste à un instant T une personne à tout moment de l'année qui est dispo la nuit et le week-end. C'est quand même un certain coût. Sachant que ça viennent s'ajouter des compensations additionnelles si vraiment l'astreinte se déclenche. Si vous êtes vraiment réveillé et que vous avez à prendre votre laptop et à corriger quelque chose. Ça, c'est juste la base pour rester disponible. Et les rotations d'astreinte, ça s'organise. Il y a plusieurs approches pour ça. La première, c'est d'avoir une équipe centrale. Est-ce que c'est suffisamment lisible? Oui, c'est cool. C'est d'avoir une équipe centrale, c'est-à-dire qui va gérer l'astreinte pour toute votre boîte. Ça veut dire que dans une telle équipe, vous devez avoir des gens qui ont une connaissance très large de votre stack et des différents bouts de votre produit, parce qu'ils doivent être à même de comprendre et de corriger à peu près n'importe quoi.
Si vous avez une telle approche, je vous conseille d'envisager d'avoir des binômes d'astreinte, d'avoir deux personnes qui se réveillent en même temps, idéalement des profils un peu complémentaires avec des connaissances de technique et des connaissances de votre stack un peu complémentaires. Alors évidemment, ça vous coûte 2 fois plus cher, du coup, on n'est plus sur du 40 000 € par an, mais sur du 80 000. Mais ça a plein d'effets positifs, notamment en termes de potentiellement de stress, de capacité à escalader. Je vous en dis pas plus parce qu'il y a un excellent talk de Damien Paco à DevOps Rex 2018, la conférence qui est là sur cette gourde, qui bossait chez TIDS à l'époque et qui a fait une conférence mise à l'échelle d'une équipe d'astreinte dans un contexte de forte croissance. Vous aurez le lien à la fin de la présentation et sur les slides qui seront en ligne après. Et sur une équipe centrale d'astreinte, attention au dimensionnement de cette équipe. Vous voulez vraiment trouver le bon équilibre, dans la mesure où si vous avez trop peu de monde, je vais prendre le cas extrême, vous avez 2 personnes d'astreinte, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous êtes d'astreinte une semaine sur 2. C'est vite très contraignant, accessoirement vous aimeriez bien avoir une vie plus d'une semaine sur 2. Je pense, j'espère. Donc ça fait une certaine charge, et en plus de ça, ça complexifie le fait de s'arranger. Parce que souvent, on va dire, ok, je suis censé être d'astreinte ce samedi, mais finalement, je peux pas, j'ai aquaponé, j'aimerais bien échanger avec une autre personne. Si vous êtes que 2, le nombre de personnes avec qui échanger, il est limité. Et pour autant, vous voulez pas avoir trop de monde non plus. Déjà parce que, on va prendre, imaginons le cas extrême, vous avez une équipe d'astreinte qui tourne avec 50 personnes dedans, vous allez être à peu près d'astreinte une semaine par an. Vous n'avez pas trop l'occasion de pratiquer. Il y a des chances que si l'astreinte sonne pendant cette semaine-là, ça soit le jour où vous découvriez que mince, j'ai pas les accès à ce truc dont j'ai besoin. Donc, faites attention à pas avoir trop de monde, et vous allez aussi avoir si vous faites croître l'équipe d'astreinte, des effets, alors pas forcément super simples, mais néanmoins dont il faut avoir conscience, par rapport aux compensations. J'en parlais, mine de rien, en tout cas en Payfit, on fait des choses qui sont plutôt honnêtes, j'ai l'impression d'un point de vue compensation financière. Mais quand vous faites grossir ça, potentiellement l'équipe, potentiellement il y a des gens qui se reposaient un peu sur ces compensations-là et qui se disaient ok, donc ça fait à peu près tant à l'année, et vous allez commencer à avoir des dynamiques du ah ouais, mais en fait s'il y a plus de monde, moi je suis moins d'astreinte et du coup je suis moins payé, j'avais adapté un peu mon rythme de vie là-dessus, etc. C'est pas forcément super simple, néanmoins c'est des choses qui peuvent exister dont il faut avoir conscience. J'ai pas forcément de recommandation de taille précise en termes de taille d'équipe d'astreinte. Quelque part entre 5 et 8, 9, ça peut être pas mal. Ça fait que vous êtes au moins d'astreinte tous les 2 mois, vous pouvez facilement échanger, mais vous l'êtes quand même plusieurs fois dans l'année. Enfin, ça dépend pas mal de votre boîte, de votre stack, de plein de choses. Forcément, si vous êtes une startup de 3 personnes, c'est limité. Et de toute façon, vous êtes tous d'astreinte. Autre équipe possible à avoir chaque équipe produit, chaque feature team qui est d'astreinte sur son scope à elle. Déjà, attention au coût. Si vous avez 10 équipes produites chacune d'astreinte sur son scope, 10 x 40, 400 000 balles l'année, c'est un budget. Avant de vous lancer dans ce genre de démarche, parlez-en avec votre directeur financier ou qui que ce soit. Et cette approche, ça va de pair avec la responsabilisation vraiment des équipes, avec des équipes responsables de leur scope. Moi, un bon souvenir que j'ai là-dessus, c'était quand je bossais avec Photobox en 2016. J'avais rejoint en tant qu'à l'époque bon vieux ops, sysadmin, etc. Une équipe composée uniquement de développeurs et qui était d'astreinte sur son scope. J'ai jamais vu un monitoring aussi pertinent de ma vie. Pourquoi? Parce que s'il y a des faux positifs, c'est-à-dire si l'astreinte, une alerte sonne à 3 heures du mat pour rien, c'est vite pénible. Donc vous avez tout intérêt à avoir quelque chose de bien tuné, de bien configuré en termes d'alerte pour pas vous faire réveiller tous les matins à 3 heures du mat. Sinon c'est vite fatigant. Et ça incite aussi à vraiment résoudre les problèmes de fond pour éviter que ça revienne. Parce que pareil, vous n'avez pas envie d'être réveillé toutes les nuits. Et inversement, si votre équipe est vraiment responsable de son scope, de votre produit, vous n'avez pas intérêt à non plus rater des choses dans votre alerting. Parce que si quelque chose est down tout le week-end, votre équipe a priori va en être d'une manière ou d'une autre tenue responsable. Donc, globalement, je pense que le fait d'avoir chaque équipe produit d'astreinte sur son scope, c'est la meilleure des options, mais il faut pouvoir se le permettre. Voilà. Pour info, nous chez Payfit, on est plutôt sur la première version, une équipe centrale d'astreinte. On est en train de trouver le bon milieu avec la deuxième. Typiquement, il y a potentiellement des pans de votre produit qui sont plus critiques que d'autres, ou sur laquelle vous allez vouloir avoir cette équipe-là d'astreinte, et pour autant avoir une équipe centrale pour le reste. Donc, je vous ai présenté 2 approches. On peut mixer et avoir un entre-deux. On pourrait de toute façon faire un truc dédié à l'astreinte. On l'en fera pas, peut-être une autre fois, je sais pas. N'oubliez pas de donner du feedback à la fin si vous voulez en voir un. Mais sinon, allez voir le talk de Damien Pasco, il était vraiment bien. On a parlé du côté humain, on va maintenant parler du côté outils et pratique un peu autour de la gestion d'incidents. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé d'Incident.io sans vous dire ce que c'était. Qui connaît déjà Incident.io?
Oh, c'est intéressant. Oh, ça mériterait un talk dédié à Incident.io à l'occasion, ça. Bon, alors sur les outils et les pratiques techniques, vous noterez qu'on a complètement oublié Nicolas, notre thermos sur le côté. Hein. La première partie, ça va être pour comment détecter les incidents et s'organiser autour de ça. Alors l'alerting, idéalement, vous allez vouloir le faire sur des métriques. Des métriques métiers, et pas forcément des métriques techniques. Alors bon, vous faites avec ce que vous avez. Hein. Par exemple, je sais pas moi, si on voulait alerter sur notre manque de café, la métrique métier, ça pourrait être, je sais pas, le remplissage moyen des thermos imaginons il y a des capteurs dedans, dans toute l'université. Ça pourrait être le nombre de personnes qui tombent endormies dans les salles. Heureusement, je n'en vois pas pendant cette conf, merci, c'est un honneur. Ça pourrait être voilà, ce genre de choses. Des métriques techniques, ça va être par exemple le nombre d'activations du petit bouton poussoir de la thermos. Vous en servez comme proxy pour dire « Ah, il n'y a personne qui a appuyé depuis 10 minutes. » Peut-être que les gens ils se sont passés le mot pour dire qu'il n'y avait plus de café. Bon, ok, c'est pas génial. Mais encore une fois, on fait avec ce qu'on a. Et à défaut de métriques, sinon ça peut aussi se baser sur des logs. Sachant qu'idéalement, vous avez vous avez un moment pris le temps de réfléchir à vos niveaux de service et vous vous êtes mis certains objectifs sur le niveau de service que vous vouliez avoir et vous allez vouloir alerter là-dessus. Encore plus si vous avez des niveaux de service que vous garantissez contractuellement, des SLA, Service Level Agreement. Si contractuellement vous garantissez à vos clients qu'on sera disponible tant de temps ou on répondra en tant de temps à tel truc, ben vous voulez vraiment alerter là-dessus parce que si vous le respectez pas, potentiellement il y a des problèmes contractuels, juridiques, etc. derrière. Il y a pléthore d'outils pour la partie alerting, les Prometheus Alert Manager, si vous faites ça chez vous, des choses comme Datadog, comme Honeycomb, plein d'autres choses. Est-ce qu'il y a encore des gens ici sur Centréon? Ah, un courageux. Non, en vrai, ça marche. Et outre l'alerting, la question c'est super, on a des alertes, mais qu'est-ce qu'on en fait? Bon bah chez nous c'est Slack, encore une fois, en tout cas en journée. Mais vraiment peu importe votre outil de chat, ça peut même être des mails, ce que vous voulez, trouver un moyen de router l'alerte aux bonnes personnes. Et en astreinte, c'est le PagerDuty qui reste un peu la référence là-dessus depuis des années. Vraiment, on est sur des outils où le rôle ça va être de savoir à un instant donné qui est d'astreinte et comment contacter cette personne. C'est littéralement quelque chose qui va avoir un bot qui va passer un coup de fil, vous dire telle alerte a sonné, tu as 2 minutes pour acknowledge et commencer à troubleshoot. Si vous acknowledgez pas, si vous ne confirmez pas que vous avez bien vu l'alerte, parce que je sais pas, vous avez laissé votre téléphone dans la pièce de côté, parce que vous dormez très très profondément, ou parce que je sais pas, il vous est arrivé quelque chose, ça peut arriver, ça va aller automatiquement escalader à quelqu'un d'autre que vous avez évidemment configuré. Il y a des alternatives comme OpsGenie ou c'est comment le fournir, Incident.io. Vous allez vraiment vous demander ce que c'est. J'espère que je ne vais pas trop monter la mayonnaise et qu'à la fin vous n'allez pas être déçus. Pour le côté outillage toujours, pour communiquer l'information publiquement mais pas que, il y a une status page. Ça peut sembler de l'enfonçage de porte ouverte, mais ça va vous potentiellement éviter beaucoup de questions. Si vous avez une page de statut qui donne l'état de votre service et voire éventuellement des différentes features de votre service à vos clients, et que vous arrivez un peu à les éduquer, à les habituer à avoir une status page à jour, potentiellement ils vont aller voir eux-mêmes, ils vont voir ah oui tiens c'est cassé, bon dommage, je réessayerai plus tard. Ils vont pas aller ouvrir un ticket à votre support ou aller je sais pas aller trouver votre fondateur sur LinkedIn et lui envoyer un message LinkedIn pour dire hey, ton service il est cassé, est-ce que vous êtes au courant? Donc, il y a une status page, et gardez-la à jour. Il n'y a rien de pire que d'avoir une status page 100% verte, alors qu'il y a vraiment des problèmes. Il y a 8 mois, il y a Slack qui avait eu un gros incident, justement. Il s'est fait, on va dire, pas mal embêté, on va dire, à base de bravo, c'est tout cassé pour tout le monde est au courant, mais la status page, il dit quoi? Il dit yes, tout va bien. Et les status pages, potentiellement, vous voulez en avoir une publique et interne. C'est le choix qu'on a fait en tout cas nous. Pourquoi? Parce que déjà, en termes de niveau de détail, ça peut ressembler être le même. Même si je vous invite à communiquer de manière très transparente publiquement. Et aussi parce qu'en fait, il y a des choses dont publiquement, ça n'a pas d'importance. Par exemple, le back-office de Payfit, il n'est pas accessible par les clients. On va pas le mettre sur la status page publique. Par contre, il y a des gens en interne qui veulent savoir s'il est impacté, s'il a un problème. Par exemple, l'équipe de support client, dont je vous parle depuis le début, ou même d'autres équipes techniques. Gardez cette status page à jour. Alors, soit vous le faites très manuellement, parce qu'il y a des avantages et des inconvénients, soit vous avez un moyen d'avoir une sorte de référentiel de l'incident, de base de données, etc., qui va automatiquement mettre à jour votre status page. Comme par exemple Incident.io. Si vous la gardez à jour manuellement, ça a l'avantage que ça sera toujours des mises à jour, des informations très pertinentes et très contextualisées par rapport à votre incident. Mais c'est manuel, donc ça prend plus de temps.
Potentiellement vous oubliez, on est humain, hein. Accessoirement ça introduit tout un tas de questionnements, par exemple si vous avez votre application dans plusieurs langues et que vous devez du coup traduire les mises à jour sur votre status page dans plusieurs langues. En général, les incidents, c'est déjà des situations un peu tendues sur lesquelles vous voulez communiquer quand même de manière ouverte, mais assez claire, précautionneuse. Vous voulez peut-être pas laisser ça à je ne sais quel outil de traduction. Vous voulez peut-être avoir quelqu'un qui va vraiment avoir une compréhension de votre contexte métier et de son vocabulaire aussi en interne qui va faire ces traductions. Mais du coup, ça prend du temps. Enfin voilà, faut potentiellement impacter plusieurs personnes. Voilà. Et la question de toute façon que vous vous poserez et sur laquelle il y a, je pense, pas de vérité absolue, ça dépend énormément de votre métier, c'est à partir de quand si on communique publiquement. À partir de quand est-ce qu'on se dit ok c'est un incident mais qui est assez mineur, on va laisser là. Alors vous pouvez vous baser sur votre niveau de sévérité, mais il n'y a pas vraiment de vérité absolue là-dessus. Par exemple, je me souviens, j'en avais discuté avec AWS. Parce qu'un jour on a eu un incident sur EBS, le service de disque virtuel d'AWS. Et clairement, il y a un truc qui marchait avant, qui marchait plus après, alors qu'on n'avait rien touché. Ça sent l'incident. On regarde, ça semble se confirmer. On fait quoi? On va voir là. Status page, c'est bon, il y en a qui suivent, merci. On va voir la status page, et à votre avis, qu'y avait-il sur la status page? De quelle couleur elle était? Voilà, tout verte. Du coup, on était discuté avec AWS, et donc qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air cassé, la status page dit rien, qu'est-ce qui se passe? Ils nous ont expliqué qu'en fait, ils ont une notion de ce qu'ils appellent les LSE, des Large Scale Events. De ce que j'ai été amené à comprendre, ils communiquent publiquement à partir du moment où ça impacte plus de 50% de leurs utilisateurs dans une région. Le seuil est assez haut. Mais voilà, évidemment, en fonction de la taille de votre service, en fonction de son échelle, en fonction de votre métier, en fonction de à quel point c'est critique, vous aurez différents choix là-dessus. Nous, ce qu'on fait là-dessus chez Payfit, actuellement, c'est très au feeling des incident commanders. Si on communique sur la status page ou pas. C'est un truc sur lequel on pourrait vraiment faire mieux. Typiquement, on n'a pas actuellement d'update automatique de la status page. J'allais sur dès qu'un incident est déclaré quelque part, hop, il y est. C'est quelque chose sur lequel qu'on aura avant la fin de l'année sans l'ombre d'un doute. On peut vraiment faire mieux là-dessus. Et en termes d'outillage, en fait, on est passé de Atlassian Status Page au tout début à Statuspal actuellement, qui est pas mal, et potentiellement à Incident.io, qui aussi sortent une feature de Status Page. Et actuellement, ça ressemble à ça. L'avantage, c'est que j'ai un exemple assez récent. Ça date d'il y a 3 jours, ces screenshots. C'est, je sais pas à quel point vous pouvez lire, mais c'est la timeline va de bas en haut. Et c'est la page qui correspond à un incident sur la status page de Payfit. Vous pouvez aller voir status.payfit.com. Comme je vous l'ai dit sur le truc d'avant, on peut vraiment faire mieux sur les updates. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'affront d'avoir une status page à 100% verte. Je vous cache pas qu'elle est quand même à 95%, alors qu'on a des incidents plus que ce temps-là. On peut faire mieux. Mais donc c'est à ça que ça ressemble, voilà. Avec on est au courant, on troubleshoot, on a trouvé le problème, on estime que ça sera résolu à tel moment, etc. Voilà ce que ça impacte. Vous voyez peut-être sur le côté poser les absences, la partie login, etc. En plus de la status page, n'hésitez pas à envisager d'intégrer de la communication dans votre application. Que ça soit des sortes de bannières que vous pouvez vraiment activer comme ça sur les pages des features, des fonctionnalités qui sont impactées, pour dire au client, ah oui, on est au courant, tu es sur cette page, et là tu es censé voir, je sais pas, une liste d'absences, mais c'est cassé, désolé. C'est directement dans l'application, ils sont au courant, c'est mieux qu'avoir juste une erreur technique. Désolé, on n'a pas réussi à charger les absences. Il y a une vraie différence entre ça et on est au courant, nous avons un incident, vous pouvez trouver vos absences dans un quart d'heure. Et n'hésitez pas à utiliser tous les moyens de notification. On a tous pris l'habitude d'avoir une sorte de petite pop, je sais pas, dans beaucoup d'applications maintenant, en bas à droite, vous avez un petit truc de chat que pas grand monde a demandé, mais quitte à ce que ça soit là, autant le rendre utile. Servez-vous-en pour pousser des notifications à vos clients, pour dire attention, il y a quelque chose en cours. Et en interne, n'oubliez pas de communiquer en interne, peu importe les canaux. Là, c'est pareil, ça dépend des canaux de votre entreprise, ça dépend de votre taille, ça dépend de la manière dont vous êtes structuré. Nous, ça passe énormément par Slack. N'hésitez pas des fois à aller même parler directement avec les personnes potentiellement concernées. Cherchez pas forcément à toujours mettre des process autour de tout ça. Faites ce qui vous semble un peu sensé. Quant au côté résolution de l'incident, c'est pareil, ça va beaucoup dépendre de votre stack technique, la manière dont vous allez pouvoir investiguer, résoudre, mitiger les incidents. Ça va dépendre vraiment de votre architecture. Nous, par exemple, on sait que pour les incidents vraiment majeurs, on a quelque chose au niveau de CloudFront, donc qui est vraiment notre point d'entrée qui sert tout le contenu, où on peut changer vraiment ce qu'on sert, dire ok, on arrête de servir l'app et on sert une page qui explique qu'il y a un incident. C'est vraiment le point le plus tôt qu'on a, ce qui fait que peu importe ce qui est cassé derrière, on a quand même un moyen d'informer de manière clean et pas juste d'avoir une page blanche avec rien dedans. Mais ça dépend de votre stack technique et globalement, le maître mot sur la résolution d'incidents, ça va être de stabiliser, limiter l'impact et penser des modes dégradés dans vos applications.
L'exemple que j'aime bien, moi, c'est l'exemple de Slack. Je vous parle beaucoup de Slack depuis le début. Je vous ai dit que Slack, c'était cool. Slack, comme tout outil de chat, hein, vous avez globalement des messages, donc un nom, à la limite une date, une heure, et un message. En général, vous avez aussi un petit avatar avec la tête des gens. L'avatar, il est quand même un peu optionnel. Hein. Typiquement, Slack, si ce qui va servir les images des avatars pose problème chez eux, ils vont quand même vous afficher ça, ils vont juste vous afficher des carrés de couleurs à la place, mais il y a ce côté mode dégradé, ils vont pas dire « Ah non, on peut pas afficher l'avatar, tu verras pas tes messages, tu pourras pas discuter avec les gens ». Pensez à des modes dégradés dans votre application. Et il y a vraiment une approche un peu produit là-dessus, dites-vous, ok, qu'est-ce qu'on peut fournir quand même comme fonctionnalité, qu'est-ce qu'on peut désactiver, qu'est-ce qu'on peut fournir, quelles approximations on peut fournir, etc. Et les incidents, dans la mesure où de toute façon vous en aurez un moment ou un autre, c'est important de s'améliorer, que ce soit sur les incidents eux-mêmes ou sur la manière dont vous les gérez. Déjà, mesurer, ça aide un peu à justement savoir si vous vous améliorez ou pas. N'hésitez pas à essayer de mesurer les MTTR, mean time to response ou repair, donc le temps que vous allez mettre en moyenne entre le moment où votre incident commence vraiment et le moment où vous en êtes conscient et où vous commencez à bosser dessus. Ou alors, par exemple, le temps que vous mettez à réparer l'incident, c'est-à-dire entre le moment où vous, selon l'approche que vous prenez, entre il a commencé ou le moment ou alors le moment où vous l'avez détecté et le moment où vraiment c'est réparé. C'est pas suivre des choses comme la fréquence d'incidents que vous avez, le temps que vous passez dessus, etc. Et faites des post-mortem. Il y a plein d'outils pour faire des post-mortem. Le concept, c'est globalement de la rétrospective sur l'incident. C'est ok, l'incident est passé, maintenant il est résolu, il n'y a plus d'urgence, on va prendre le temps à tête reposée de voir comment on s'y est pris, qu'est-ce qui s'est passé, de s'assurer qu'on a bien trouvé la bonne route cause, de voir ce qu'on peut améliorer pour les prochains incidents, comment on peut éviter que ça se reproduise, prendre des actions vraiment de remédiation là-dessus à plus long terme. Et là-dessus, d'un point de vue outil, il y en a plein. Surtout qu'au final, le post-mortem, c'est entre guillemets juste un document, voilà. Fondamentalement, l'outil, on s'en fiche un peu. Ça peut être un Google Doc, ça peut être une page Notion, ça peut être quelque chose dans PagerDuty ou autre. Ça n'a pas tant d'importance que ça. Ce qui a de l'importance, c'est le boulot de fond que vous allez faire dessus. C'est le temps de réflexion que vous allez passer à dire, ok, ce qu'on a bien compris, c'est la discussion que vous allez avoir sur, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, pour éviter que ça se reproduise. C'est les actions que vous allez en tirer. Donc peu importe l'outil de post-mortem, juste faites-en. Par contre, essayez de garder un registre centralisé au moins des post-mortem. Même s'ils sont éparpillés dans 3 outils ou plus, gardez un endroit où vous avez une sorte de référence de là où sont les différents post-mortem justement. Ne serait-ce que pour être à même de les retrouver si des incidents similaires se produisent, pour dire ah tiens la dernière fois qu'est-ce qu'on avait fait pour potentiellement réagir mieux. Et ne pariez pas trop sur les templates. Vous aurez beaucoup d'outils qui vont dire bon super, j'ai un outil qui a connaissance de mes incidents, de la timeline et tout. J'ai un super bouton générer le post-mortem. Faites attention, ça finit vite en c'est bon, j'ai un post-mortem. Mon document il y a écrit post-mortem en haut. Non, comme je vous le disais, l'idée derrière le post-mortem, c'est vraiment le boulot d'analyse derrière et de réflexion et d'amélioration continue. C'est pas juste le fait d'avoir une timeline dans un document. Donc faites attention, pariez pas trop sur les templates. Voilà. Dans tous les cas, gardez vos post-mortem aussi, ce qu'on appelle blameless que possible. On n'est pas là dans une dynamique où c'est chercher vraiment des coupables et pointer les gens du doigt. Il faut quand même pouvoir se dire qu'est-ce qui s'est passé. Ok, telle équipe, telle personne a lancé ça à tel moment et ça a déclenché telle action, etc. Mais rentrez pas dans une dynamique de pointage de doigt. Et concentrez-vous vraiment sur les actions qui découlent de ce post-mortem à la fin et sur comment vous allez pouvoir vous améliorer. Nous, chez BFI, là-dessus, on a fait plein d'essais. À une époque, on était juste sur des Google Docs. Ensuite, on est passé sur l'outil de post-mortem de PagerDuty, qui était vraiment nul. Ensuite, on est passé sur l'outil de post-mortem de Datadog, qui était vraiment pas super non plus. Actuellement, nos post-mortem, c'est principalement dans Notion, avec 2-3 exceptions. Par exemple, on vous parlait hier dans un autre talk d'un gros incident très très sévère en mars 2023. On a fini par en faire un Google Doc de 27 pages, voilà. Je vous montrerai à la fin s'il reste du temps. Donc voilà, ça varie un peu sur le moment. Et si on fait un peu le résumé des outils qu'on a parlé, chez PFIT, on a plein de choses, mine de rien. On a Slack pour la communication écrite, on a Gmeet pour les war rooms. De temps en temps, je vous en ai pas trop parlé, mais on crée des tickets Jira juste pour pouvoir rattacher les autres choses qui sont liées à un incident et dire ok, un peu le fameux clos en faveur de tintintin. On va vous déclarer les incidents sur Salesforce pour pouvoir rattacher les tickets clients aux incidents et avoir d'ailleurs des métriques sur ok, tel incident a créé tant de tickets clients et généré tant de charges pour le support. On a Statuspal pour la partie status page, on a Notion pour les post-mortem, on a encore plein d'autres trucs. Et ça commence à faire beaucoup, non? Donc,
il est peut-être temps que je vous parle d'Incident.io. Je vous le tease tellement depuis le début. Je vais monter le suspense. Non, en fait, pourquoi est-ce que c'est cool et comment est-ce qu'on a été amené à le découvrir? 2021, on faisait rien autour de la gestion d'incidents, comme je vous le disais. 2022, on a commencé à prendre le sujet au sérieux. On s'était mis, après plusieurs essais successifs, à utiliser Datadog pour gérer nos incidents en majorité. Et je me retrouve à la KubeCon NativeCon Europe à Amsterdam en début 2023, et je vois un stand qui s'appelle Incident.io. Bon bah, ni deux, je me dis ok, on essaie de s'améliorer sur les incidents, je vais les voir, ils me font une démo de leur produit. Je blague pas, je suis reparti du stand, j'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert Slack, encore, et j'ai envoyé un truc à mes collègues pour leur dire, ok, il faut qu'on prenne ce truc. C'est trop bien. Alors, ça s'est pas vraiment passé comme ça, c'est pas dès que je suis revenu au boulot, paf, voilà, parce qu'accessoirement, c'est un outil en SaaS, ça coûte des sous. On a fini par, à l'occasion d'un hackathon, montrer que ça marchait, montrer la valeur que ça pouvait avoir. Et maintenant, c'est live et on s'en sert. Et du coup, je vous propose qu'on tente de faire une petite démo. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, voilà. Très bien. Alors ça ressemble à ça, Incident.io. C'est globalement un outil qui va vous permettre de gérer vos incidents. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer un incident. Alors, déjà, premier truc, ils ont une vraie approche en vrai produit. C'est vraiment quelque chose fait pour penser les incidents. Alors je précise, j'adore cet outil. Je n'ai absolument aucun intérêt financier ou que ce soit dedans, machin. C'est juste que ça me facilite grandement notre quotidien et que j'ai arrêté de compter le nombre de gens qui ont envoyé des cœurs au sujet de cet outil sur Slack, tellement ils étaient contents et tellement ils trouvaient que c'était mieux qu'avant. Mais donc, on va pas déclarer un incident actif, parce que sinon ça va aller allumer des lumières partout chez Payfit et des gens qui vont s'inquiéter. On n'est pas non plus sur un incident qui s'est déjà passé et qu'on voudrait juste loguer. On va faire un incident de test. Et on va dire Nicolas est vide. C'est un peu bizarre. Allez. On n'a plus de café. Voilà, hop. Ah, non, pardon, je voulais faire ça mieux. Hop, on va le refaire. On n'a plus de café. Voilà. Coucou Nicolas. On est sur un incident sur l'application. L'incident, il est actif. Alors, il y a la notion de triage. En fait, c'est la notion de l'incident. On n'est pas encore un, mais on va juste le déclarer parce qu'on est en train de voir si vraiment il y en a. Vous avez peut-être déjà vu ça, le côté de on a une alerte qui a sonné là, ou alors on a un log bizarre. Il y a peut-être un incident, mais on n'est pas sûr. Il y a toujours cet état d'entre-deux de est-ce qu'on le déclare ou pas. Et du coup, vous commencez à en discuter quelque part dans un thread tout perdu sur le channel de communication de votre équipe. Et du coup, quand vous vous rendez compte que vraiment il y a l'incident, vous vous retrouvez à copier-coller toutes les infos que vous aviez déjà dans votre communication privée. Le fait d'avoir les incidents en mode triage, ça permet de déclarer l'incident tôt. Sévérité, on a dit que c'était de la sévérité 3. Je vais pas résumer l'incident. Allez, on va redire Nicolas. L'impact, c'est quoi? Je sais pas, moi. On a perdu des données, on a perdu le café, voilà. Ça impacte quel environnement? Je sais pas, autre. Comment ça a été détecté? Je sais pas, on a eu un signal externe, on a quelqu'un qui est venu nous dire qu'il n'y a plus de café, qui ça impacte, etc. Bon, c'est optionnel, on va le déclarer. Et pardon pour le micro. Vous avez peut-être entendu un to-do doom là, un moment dans le truc. C'est Slack. Notre incident, c'est le combien? C'est le 688. Hop, 688. Il est ici, notre channel d'incident. Il a été automatiquement créé. Vous voyez ici, il y a un join call dans lequel il y a un lien Gmit. Ça m'a déjà créé la war room et j'ai déjà un bouton dans mes bookmarks ici pour le rejoindre. Ça me dit qui est l'incident commander. Bon, là je l'ai juste déclaré, je l'ai pas créé. Très bien, hop. Make me commander, c'est bon, je suis officiellement celui qui est incident commander là-dessus. Tout ça, j'ai rien codé. C'est built-in dans l'outil. C'est le genre de choses où il y a des années, je me souviens, typiquement, je peux vous parler de Photobox plus tôt, on a vu elle coder à l'arrache en Python, à essayer de faire ça. Là, juste ça marche. Et on va avoir toutes les informations, on va pouvoir l'updater, etc. L'idée, c'est pas de vous faire une démo entièrement sur cet incident, sur cet outil, c'est de vous montrer vite fait. Mais voilà, on pourrait dire ok, il est dans un autre statut, il y a quelque chose qui a évolué, on envoie des updates. Quand est-ce qu'on pourra s'attendre à avoir des nouvelles la prochaine fois? C'est vraiment très bien pensé. On va juste le résoudre vite fait, sans plus, parce qu'encore une fois, l'idée de ce talk, c'est pas que ça soit juste une démo Incident.io. Ça pourrait être une autre occasion. Voilà. Hop, il est ici. Et donc là, en plus, on va voir toutes les étapes qu'on peut faire ensuite pour s'améliorer. Review la timeline, aller créer le post-mortem, etc., etc. À quoi ça ressemble sur un incident complet? Ça ressemble à ça. Vous allez avoir la description ici, vous allez avoir les updates qui ont été faites de votre incident, les changements de statut, toute une timeline avec ce que les gens ont discuté. Vous allez avoir ici les liens vers votre channel Slack, vers le ticket Jira que ça crée automatiquement, vers le Google Meet,
vite vers le post-mortem que vous avez pu générer avec juste un petit bouton Create Post-mortem, qui derrière ressemble, après être un peu retravaillé, parce que rappel, c'est pas juste un boulot de template, les post-mortem, qui ressemble à ce genre de choses. Voilà, vous avez ça, vous allez avoir l'overview, la timeline. Pareil, c'est retravaillé, ça fait pas un truc forcément aussi complet de base. Je vous rappelle, prenez le temps vraiment de travailler au post-mortem. Les détails sur la root cause, sorte de rétrospective, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, ce qu'on aurait pu améliorer, les follow-up actions, etc., etc. Voilà. Et en plus de ça, Incident.io, ça vous donne des graphes, plein de graphes. Vraiment, le produit est super bien pensé. Je vais m'arrêter là pour la démo, histoire de laisser le temps pour quelques questions. Hop. Et évidemment, hop, je suis revenu à peu près au début. On peut peut-être aller directement à la fin. Hop. Est-ce que ça vous spoil pas? Ça vous spoil un tout petit peu. Je vous ai donc fait rapidement cette démo. Takeaway du coup, des choses à retenir sur ce talk pendant le temps qui nous reste. Déjà, il y a plein de ressources en ligne. Je vous laisse 5 secondes si vous voulez prendre une photo ou quoi, et sinon ça sera en ligne. Il y a un excellent post-mortem en live avec Gupcon qui a été fait par Oliver Beatty, qui bossait chez Monzo, et le blog post qu'il avait fait là-dessus est vraiment un post-mortem incroyable. Il y avait un talk à la Dotscale 2017 de quelqu'un de PagerDuty, de Aish Rajadal, qui sur le côté chaos management during a major incident qui était intéressant. Le talk de Damien Paco dont je vous parlais plus tôt. Il y a un très bon talk sur l'approche de Site Reliability Engineer, sur le côté Reliability, sur justement le côté post-mortem, etc. De quelqu'un qui s'appelle Antoine Leblanc, qui bosse chez Google, qui était au Google Cloud Summit 2017. Vraiment, ce talk est incroyable. Et enfin, la doc d'Incident.io, je vous en parle depuis le début. Vraiment, c'est plein de bon sens. N'hésitez pas à la regarder, incident.io/guide. C'est très cool. Et pour résumer, ayez de l'empathie, que ce soit pour vos clients ou vos collègues, qu'ils soient techniques ou pas, et surtout pour votre support client, ils en ont bien besoin. C'est pas un boulot évident. Faites confiance aux gens et à leur instinct et leur capacité, que ça soit pour est-ce que c'est un incident ou pas, ou que ce soit sur leur capacité à le gérer derrière, à le résoudre. Considérez les incidents dans du produit. Je vous parlais de tout le côté avoir des modes dégradés de notification dans l'application, etc. Éduquez vos product owners, product managers là-dessus. Incident.io, c'est trop cool. Foncez de manière, fermez les yeux, allez-y si vous pouvez vous le permettre, et si vous avez assez souvent des incidents, ça vaut vraiment le coup. Allez-y pas à pas. Vous passerez pas on connaît pas le mot incident à on fait des trucs géniaux du jour au lendemain. On a vraiment une étape graduelle là-dessus chez Payfit, c'est-à-dire qu'au début, quand on a commencé à bosser là-dessus, on était juste content que les gens déclarent des incidents. Déjà, on savait qu'il y avait des incidents, c'était incroyable. Alors, il y a même pas de post-mortem, mais c'est pas grave, c'était déjà mieux. Là, actuellement, on est content parce qu'on commence à avoir des post-mortem générés. Alors, la plupart sont pas ouf. Ils sont pas super poussés, les actions sont pas, voilà. On peut faire mieux. Mais au moins, on est déjà content, on a une démarche d'avoir ces post-mortem. Et bientôt, dans quelques mois, on sera super content parce qu'on sera enfin bon sur nos post-mortem, parce qu'on se sera assez amélioré. Et on commencera à mettre plus d'énergie sur les follow-up actions, etc. Et aller à des conférences pour découvrir des trucs qui vous seront utiles. Parce que je pense que sur la KubeCon, je sais pas combien de temps on aurait mis à découvrir Incident.io, le temps que ça nous a fait gagner, c'est phénoménal. Donc merci d'être venu derrière cette conférence, coucou. Et si le café vous manque, rassurez-vous, Nicolas en vrai va très bien, il y a du café. Je vous remercie et allez voter dimanche, c'est important. Vous avez un pour le feedback. C'est très utile, très important, vraiment s'il vous plaît, ou même s'il y a des points que vous auriez voulu que j'étende, si vous voulez que je fasse un talk dédié à l'astreinte ou sur Incident.io, ou si vous voulez me dire ce que je pourrais améliorer, ou voilà, n'hésitez vraiment pas. Et on a, je pense, 1 minute 30 pour des questions. Une question, pas plus, je pense. Voilà, et sinon de toute façon... Choisissez-la bien. Je serai après pour si vous voulez en discuter de toute façon. Ah bah Adrien, notre incident commander. Alors déjà, je voulais dire qu'il y avait du café qui était arrivé, qu'il y en avait que chaque Nicolas était plein et pas bourré, juste plein. Et sinon, j'ai une question quand même sur les intégrations. Là, tu parlais de Slack, top, super, Google Meet, etc. Est-ce que c'est assez large au niveau des intégrations? Est-ce qu'il y a d'autres intégrations? Est-ce qu'il y a, je sais pas, du Teams, d'autres, voilà. Et pareil, est-ce que ça se connecte avec un Azure AD ou ce genre de choses? C'est quoi les intégrations? Est-ce que c'est assez large ou est-ce que c'est vraiment très spécifiquement sur certains outils? Ok. Pas besoin de répéter la question du coup, qu'il y a un micro pour l'enregistrement, c'est bon? Cool. C'est assez large niveau intégration, c'est vraiment pas mal, mais alors Azure AD, etc., oublie. Incident.io, c'est vraiment centré beaucoup sur Slack, typiquement la manière dont on se connecte dessus. Alors maintenant, ils ont du signing avec d'autres choses, mais par défaut, c'est du connexion avec ton compte Slack, quoi. Ça supporte pas mal de choses en termes d'intégration.
mais vu qu'ils sont en train d'intégrer certaines features, ils commencent un peu à limiter ce à quoi ils s'intègrent. Par exemple, Statuspal, ils sont pas intégrés avec, et on sentait un peu qu'ils voulaient pas trop. Enfin, ils sont intégrés avec d'autres trucs de status page, hein, mais vu qu'ils étaient en train de bosser sur le fait de sortir leurs propres features là-dedans dans leurs produits, ça s'intègre pas avec. Mais c'est très bien fait techniquement et du coup c'est possible d'intégrer soi-même. Par exemple, il y a des webbooks qui sont très propres, donc il y a moyen juste de se créer un webbook et de soi-même faire l'intégration. C'est ce qu'on avait fait par exemple pour Hackathon pour Statuspal. Ça a jamais fini live, mais ça le finira probablement à un moment. Donc voilà, l'API est assez complète et pas mal. On s'en est beaucoup servi pour migrer les infos qu'on avait sur Datadog Incident ou Incident.io. Les webbooks sont pas mal. Bref, s'il n'y a pas d'intégration, tu peux les construire toi-même facilement. Et c'était une seule question, c'est ça ? C'est ça, c'est fini là. Merci beaucoup. Hésitez.